Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. J'aimerais avoir autant de succès quand je fais mes cours. En fait, pourquoi cette conférence? Pour plusieurs raisons. Déjà, ça fait plaisir de revoir Antoine, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps dans la l'UTC. Et ensuite, en fait, ça fait déjà quelques temps qu'on se dit que nous, enseignants-chercheurs, on a un peu deux vies. On a une vie en tant qu'enseignant, celle que vous voyez, puis on a une vie en tant que chercheur, celle que vous ne voyez pas toujours, voire pas du tout. Et on s'est dit que c'était un peu dommage de davantage favoriser justement les rencontres entre ces deux aspects de notre métier. Donc on a voulu faire 2-3 petites présentations. Alors il y en a d'autres qui vont suivre, qui ne seront pas du tout sur le même modèle. Hein. Il va y avoir des présentations d'étudiants qui ont travaillé sur des PX par exemple, un peu orientés recherche. Il y a donc une présentation qu'Antoine a très gentiment accepté de venir faire ici sur des activités de recherche chez Facebook. Voilà, l'idée c'est un peu de vous présenter une facette de notre métier en tant que chercheur. Benoît, arrête s'il te plaît. On se lance sur genre de... Donc l'idée c'est voilà, c'est de présenter un petit peu ce que c'est que la recherche, quelles sont les différentes facettes de la recherche, parce que la recherche c'est pas juste une chose qu'on fait dans les labos. On peut en faire en entreprise, on peut en faire dans les labos. Vous pouvez en tant qu'étudiant participer à des activités de recherche. Il y a même des étudiants qui font de la recherche, qui s'appellent des doctorants, c'est une espèce à part, mais il y en a quelques-uns qui ont une équipe. Donc voilà, l'idée c'est un peu de vous présenter cette facette de notre métier. Je vais laisser la parole à Yves, qui va vous présenter Antoine. Je vais faire la biographie d'Antoine, donc c'est long, puisqu'il a bientôt 36 ans. Il a encore 36 ans pour quelques... Ouais. Donc pour quelques jours, il a encore 35 ans. Et puis, donc il dirige aujourd'hui l'équipe d'intelligence artificielle la plus importante en France, avec des ressources informatiques, mais surtout des ressources humaines, une grosse équipe qui dépasse, je pense, l'union de ce qu'on peut trouver dans le monde académique français. Et donc, c'est un parcours assez extraordinaire, mais qui devrait vous parler parce que il commence alors qu'Antoine était étudiant ingénieur et il découvre le domaine de l'apprentissage grâce à un cours. Et là, il décide de se former un peu plus et de suivre un master sur cette thématique. Il fait son stage de master avec Léo Boutou, qui est une personne très généreuse, très savante, avec qui c'est un plaisir de travailler. Et ça doit faire aussi partie de ses motivations pour faire une thèse derrière. Et d'ailleurs, lors de cette thèse, il va faire plusieurs voyages à Princeton. Alors ensuite, il fait un postdoc à l'Université de Montréal, sous la direction de Yoshua Bengio, pour travailler sur le traitement de langage, avec un modèle qui commence à susciter un peu l'intérêt de la communauté scientifique, c'est les réseaux de neurones profonds. Donc là, on est en 2009, c'est pas encore super à la mode. Et puis, en 2010, il poursuit son ascension en étant recruté au laboratoire IASIC de l'Université de technologie Compiègne. Et il est même intervenu à cette occasion dans les cours de SY9. Et à ce moment, donc Yoshua Bengio m'envoie un mail en disant Yoshua Bengio a une haute opinion du système éducatif français en ce qui concerne les étudiants et une beaucoup moins bonne en ce qui concerne l'accueil des chercheurs et enseignants-chercheurs. Et là, il m'a envoyé un mail en disant attention, il y a quelque chose à ne pas gâcher ici, fais attention. En 2013, alors qu'il est au laboratoire, je crois, donc Antoine il reçoit un coup de téléphone d'un certain Mark Zuckerberg qui souhaite le faire participer à la création des laboratoires d'intelligence artificielle chez Facebook. Donc il croit tout d'abord à une plaisanterie, et en fait non, et il le rencontre quelques semaines après, et puis donc en 2014, il quitte le laboratoire LUTC pour participer à cette formation, à l'époque à New York, et puis il est revenu tout récemment en France en 2017 pour prendre la direction du laboratoire d'IA de Facebook Paris. Voilà. Et en 2019, il revient parmi nous pour expliquer tout ça. 2018, oui. Bon, merci.
Je ne vais pas parler dans le micro parce que c'est très inconfortable. Mais je vais essayer de parler fort, et si vous entendez rien, je m'assieds. Donc merci Yves, je suis assez ému de revenir ici. J'ai passé 3 ans et demi au CNRS. Donc dans les labos, j'ai même jamais vu les nouveaux locaux de Yazix. J'ai vu les travaux. J'ai entendu les travaux, mais pas les locaux. Donc voilà, donc effectivement, donc j'ai fait de l'intelligence artificielle et du machine learning depuis 2005. J'ai commencé effectivement par un peu à l'ESPCI dans mon école, une école de physique, après en stage en fait j'ai vraiment découvert en fait en stage d'ingénieur. Et après je fais un master, une thèse à Pierre et Marie Curie et un postdoc et le CNA, donc c'est un parcours assez classique finalement. Et jusqu'à ce coup de fil de Mark Zuckerberg qui a un peu changé les choses, mais finalement en fait pas tant que ça, parce que la trajectoire de recherche est la même, c'est-à-dire que mon travail maintenant, c'est vraiment de faire de la recherche fondamentale et au moins d'essayer d'aider les gens du laboratoire à faire la meilleure recherche fondamentale possible. Donc effectivement, je fais de la recherche dans un cadre industriel, et en fait le contenu de ce que je fais au jour le jour, finalement, n'a pas beaucoup changé par rapport au CNRS. Je pense que c'est vraiment une chance, en tout cas dans ce qui est traitement de données, intelligence artificielle, etc. En ce moment, il y a des entreprises qui investissent beaucoup et qui permettent aux chercheurs d'avoir énormément de liberté dans ce qu'elles peuvent faire. Et donc voilà, donc par exemple moi de présenter aujourd'hui, je vais vous présenter aussi comment on travaille dans le laboratoire et je vais vous montrer beaucoup d'exemples de ce qu'on fait, en essayant d'être didactique. Mais il faut poser des questions évidemment. Voilà. Donc voilà, donc en gros moi je travaille dans une structure qui s'appelle Facebook Artificial Intelligence Research, dont la mission, la devise, c'est de faire avancer l'état de l'art en intelligence artificielle. Et ce qui est important, c'est la deuxième ligne, c'est Open Research et pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la recherche qu'on va faire, elle est publiée, elle est open sourcée, et on communique dessus. Donc ouais, la recherche qui est faite dans le laboratoire, elle n'est pas forcément pour faire avancer Facebook, elle est faite pour faire avancer l'intelligence artificielle. Évidemment, par-delà, ça fait avancer les technologies qui sont utilisées dans Facebook. Mais il faut savoir qu'il y a une autre structure qui s'appelle Applied Machine Learning, qui est une autre structure dans Facebook qui est chargée d'implémenter les outils d'apprentissage et d'IA pour Facebook, et qui n'est pas une outil, c'est la recherche fondamentale. Ça sent vraiment ce qu'on peut faire dans un labo comme on dit. Donc en 2 mots, je vais passer 3 heures à expliquer le labo, mais le labo donc, effectivement a été créé fin 2013, dirigé par Yann Lequin, français, qui l'a créé d'abord à New York et Menlo Park. Donc moi effectivement au début je suis allé dans les laboratoires de New York. Et maintenant, en fait, depuis le mois dernier, on est sur 6 endroits dans le monde. Donc Menlo Park qui est le siège de Facebook, en Californie, New York, Paris qui est le 3e, je vais revenir, Montréal et depuis très peu de temps Pittsburgh et Seattle. Et ce qui est intéressant dans une université comme ça, c'est qu'en fait dans la plupart des laboratoires qu'on ouvre, en fait on fait des partenariats avec les universités. Donc avec New York, on travaille avec l'université NYU. Avec Paris, je vais y revenir, on travaille en fait avec beaucoup de partenaires. Montréal, on travaille avec l'université McGill. Pittsburgh, on travaille avec l'université CMU, Carnegie Mellon University. Et Seattle, on travaille avec UW, l'université de Washington. Et on essaie de faire des partenariats. Parce que vu qu'on fait de la recherche ouverte et publiée, en fait, on peut vraiment assez facilement travailler avec des académiques. Il n'y a pas vraiment de risque d'avoir quelque chose de breveté qui ne pourrait plus l'utiliser. Donc faire Paris, donc créer Research Paris, donc qui a fêté ses 3 ans il y a 2 semaines, avec la vue de Mark Zuckerberg, ce qui est assez inattendu d'ailleurs. Il n'y a pas pour chaque université. Donc c'est 50 personnes. C'est 50 personnes qui font que de la recherche fondamentale. Donc dans ces 50 personnes, il y a 25 chercheurs qui viennent de toute l'Europe, même un peu d'ailleurs. Il y a 12 nationalités dans les chercheurs. Donc on recrute un peu partout. Et il y a 10 ingénieurs de recherche. J'en parle un peu. Les ingénieurs de recherche, on les recrute soit en sortie d'école directement, soit des gens qui ont déjà travaillé dans d'autres entreprises, dans d'autres laboratoires. Donc on essaie d'avoir des panels qui sont assez divers, parce qu'on a des projets qui vont nécessiter différents niveaux d'expérience. Et on a 15 étudiants en thèse. Donc en fait, Benjamin l'a mentionné, en fait il y a un processus en France qui s'appelle la CIF, qui permet de faire une thèse à mi-chemin, enfin à cheval entre une entreprise et une université. Okay, et donc nous on se sert beaucoup de ça. C'est un système qu'on aime beaucoup, donc les étudiants font un travail formidable dans les travaux. Ils publient. Il y a la conférence, le mois dernier, il y a une conférence tous les ans qui est organisée par Facebook qui s'appelle F8, qui est la conférence pour les développeurs où Mark Zuckerberg parle devant tout le monde, etc.
Il y a le premier jour, Mark Zuckerberg qui est la grande keynote. Le deuxième jour, c'est Mike Schroepfer qui est le CTO de l'entreprise qui fait la keynote. Dans la keynote de cette année, il a présenté 2 projets qui sont faits par des étudiants en thèse de Facebook à Paris. Et qu'il a mentionné, qu'il a écrit. Donc, et pas parce que c'était pour faire plaisir aux étudiants, hein, parce qu'en fait c'est des choses dont on est content. Voilà, et donc c'est quelque chose qui est intéressant et que finalement les autres laboratoires de Facebook nous envient. Donc en fait, quand on fait, j'ai parlé des partenariats avec les universités, pourquoi est-ce qu'on va faire ça? C'est parce qu'on veut avoir des étudiants en thèse dans les laboratoires dans les autres pays. Donc que ce soit à Pittsburgh, à Seattle ou à Montréal. En fait, l'idée de faire des thèses en entreprise dans notre laboratoire est quelque chose qui a vraiment motivé le fait d'installer quelque chose à Paris. Et 3 ans plus tard, c'est quelque chose dont tout le monde est vraiment fier et qu'on essaie de répliquer en fait dans les autres pays. Donc voilà, on a 15 étudiants là, d'ici 3 ans, on va en avoir formé 40. Et le laboratoire, au total, on va passer à, disons, 100 personnes. 100 personnes, ça sera très bon. Et voilà, et donc le nombre de gens total dans le labo, c'est 160. Okay, et donc 50 à Paris, donc vous pouvez voir, on est le plus gros. Et on est celui qui croît le plus vite. Donc la recherche en France, ça marche bien. Voilà, là j'ai mis une capture d'écran d'un site qui s'appelle facebook.tr/développeur. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'ai parlé d'open sourcing. En fait, tout ce que je vais présenter dans la suite, quasiment tout, sauf il y a des choses que je parle qui sont pas faites par nous. Tout ce qui est fait par nous, c'est tout open sourcé. Vous pouvez reproduire tout ce qui est fait. Et en fait, c'est sur ce site-là, facebook.tr/développeur. Tout est sur des repositories GitHub, sur github.com, etc., sur des licences libres non commerciales. Donc en fait, il y a beaucoup de startups qui servent de notre code pour développer leurs produits. Voilà. La fin de cette présentation sur un peu l'organisation, avant de regarder un peu ce qu'on fait en pratique, c'est pour un peu donner l'idée de où est-ce que le laboratoire se situe dans Facebook, l'entreprise. Okay, donc Facebook, l'entreprise, la façon dont elle a présenté souvent, c'est avec ces trois étapes. Donc c'est les niveaux de maturité des activités dans l'entreprise. Donc ça a commencé avec ce qu'on appelle le 1 à 3 ans, ce qui en fait c'est ce qui est mature maintenant. Et ce qui est mature, donc ça va être, même s'il y a beaucoup d'évolution et énormément de travail dessus, ça va être l'application Facebook et Instagram. On va considérer comme étant un peu à l'apogée. Après il y a tout ce qui est développé fortement et qui est en forte croissance. Des choses comme WhatsApp, Messenger, Workplace, Facebook pour les entreprises, etc. Donc qui va placer plutôt à 5 ans. Tout ça, c'est vraiment des choses produites avec différents niveaux de maturité. Et après, si on va à 10 ans, et 10 ans, en fait, c'est plutôt une asymptote, c'est plutôt l'infini, pour nous, c'est les projets de recherche, avancées technologies, qui pourraient après impacter le reste des business. Et donc là, il y a 3 piliers chez Facebook. Il y a la connectivité, donc c'est tous les efforts qui servent à essayer d'amener Internet dans des endroits où c'est compliqué. Donc il y a des efforts sur les drones qui pourraient voler plus haut que les avions en ligne, qui pourraient voler 3 mois sans être rechargés, avec l'énergie solaire, etc. Il y a tout l'aspect réalité virtuelle, réalité augmentée, avec la partie Oculus, qui est dans Facebook. Et entre les deux, il y a cette partie AI, et donc nous on se situe là. C'est-à-dire que nous on est une brique qui est censée apporter des changements technologiques qui pourraient impacter l'entreprise plus tard. Mais en fait, on n'a aucune mission vis-à-vis des produits actuels. Donc les gens vont pas venir nous voir dans la voie en disant ouais, Facebook, il y a des choses à régler, il y a des choses à régler dans Facebook. Il faudrait que vous travailliez dessus aujourd'hui. C'est plutôt faites la recherche que vous pouvez, faites le mieux, poussez-la le plus loin que vous pouvez, et en chemin, ça va sûrement impacter tout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Parce qu'après, je vais passer sur le tout. Alors, je vais pas faire un cours de machine learning, mais en gros, tout ce qu'on fait, c'est du machine learning. Donc, je parle d'AI, parce qu'en fait, c'est le nom de notre labo, et puis c'est un peu le mot-clé. En vrai, ça pourrait être Facebook Machine Learning Research, je pense que ce serait quasiment aussi correct. Même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément de la procès tout le temps, mais c'est vraiment linéaire. Donc, l'idée, c'est que voilà, on va se servir de données étiquetées ou pas étiquetées, pour apprendre des modèles qui vont réaliser des tâches qui nous intéressent. Donc, ça, c'est vraiment la chose qui unit tous nos labos. Et toutes nos activités, c'est ça. Donc la première chose à voir, mais ça vous devez avoir dans plusieurs cours ici, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau. Donc les méthodes de machine learning, on n'est pas en train d'arriver en disant qu'on invente quelque chose qui est neuf. Hein, ces choses sont vieilles. Donc ça c'est le net, c'est dans les années 90. Donc c'était même un réseau de neurones à l'époque. Alors on fait beaucoup, la plupart des choses qu'on utilise, c'est des réseaux de neurones en machine learning. Pas que. Et donc ça c'est une démonstration dans les années 90, il y avait quelqu'un qui avait un réseau de neurones pour reconnaître les caractères manuscrits. Donc c'était il y a quasiment il y a plus de 20 ans.
Et ça, c'est une vidéo de 93. C'est très 90s d'ailleurs. Donc c'est une démo en live de Yann, qui a lequel en 93, donc il y a 25 ans. Et où en fait il montre comment il est capable en temps réel, en mettant une feuille de caméra, de reconnaître des chiffres manuscrits. Voilà. Et ça, c'est avec un réseau de neurones convolutionnel, donc ce qui est la base de toutes les méthodes de reconnaissance d'images actuelles. Voilà. Donc il y a quelque chose à dire aussi au niveau de l'IA, c'est que on fait des choses qui sont, on essaie de pousser la recherche le plus loin possible. Les concepts fondamentaux, on aimerait bien, ils sont finalement pas forcément nouveaux et on essaie plutôt de les améliorer. Voilà. Ça marche, plein de types de réfléchir de plein de façons. Ça marche bien et après, c'est marrant, mais moi il est super ici. Ouais. Après il y a son chef à droite et là. Là c'est collègue. Et là il y a son chef, Larry Jacob, qui est hilar. Voilà. Ça c'était il y a 5 ans. Et en fait la base de l'algorithme, en fait, c'est ce qui sert dans les self-driving cars, etc. Ça c'est assez important. Donc je vais décaler. Donc les recherches qu'on fait, on essaie d'évaluer quand même depuis ce qui s'est passé en 93. Donc les recherches qu'on fait vont s'identifier sur donc 4 axes. Même si en fait les chercheurs de notre laboratoire peuvent faire en totale liberté sur ce qu'ils peuvent faire. Donc, ils peuvent publier tout ce qu'ils veulent et ils peuvent choisir les projets de recherche qu'ils veulent faire. Donc en gros, moi quand je présente, j'essaie de présenter un peu les axes de ce que les gens font. Et en gros, quand ils arrivent, on leur dit pas toi tu vas bosser sur ça, ils vont choisir sur ce qu'ils veulent faire. Donc c'est plutôt a posteriori qu'on voit que les choses s'organisent comme ça. Et donc c'est pas une classification extrêmement formelle de toute façon, c'est plutôt des grands pans de défis. Donc le premier c'est la perception, c'est comment est-ce que les machines peuvent avoir une appréhension du monde, enfin, percevoir le monde. Et là, ce qu'on essaie de faire en particulier, c'est d'essayer de reconnaître les objets dans les images. D'accord. Et on a une équipe dans notre laboratoire, donc ça c'est un laboratoire de Californie, qui est capable de faire des choses vraiment fantastiques. Donc pour vous montrer, en fait, on a parlé de révolution des réseaux de neurones artificiels en 2012, quand les réseaux de neurones ont commencé à être capables. C'est vraiment cet âge qui a fait l'explosion du renouveau de l'IA et de ce qu'on appelle le deep learning, donc les réseaux de neurones. C'était AlexNet en 2012, quand il a été capable d'étiqueter des images avec, je pense, 5 points de précision mieux qu'avant. Donc en gros, ce qu'AlexNet était capable de faire, c'est l'image de gauche. En gros, l'image était capable de dire c'est une personne, et là tout le monde était ébahi. Parce qu'il arrive à le faire comme ça. Voilà. 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, en 2017, on est capable de faire ce qui est à gauche, avec le même type de méthode. Donc l'accélération est fulgurante. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire juste une étiquette, maintenant on est capable de reconnaître évidemment plusieurs objets. On est capable de les segmenter au pixel près. On est capable aussi de mettre ce qu'on appelle le squelette ou la peau sur les personnes. Donc de mettre 18 points qui permettent d'identifier ce que la personne est en train de faire. Et évidemment, on peut aussi attacher un niveau de confiance sur ce que la machine détecte. Donc ça, c'est quelque chose qui est publié par notre équipe de 2017. Pascal CNN, c'est open source. Et c'est utilisé par un nombre de startups hallucinant. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est ce qu'on peut faire avec le hardware. Donc voilà, donc à gauche, ce qu'on montre, c'est ce qui a été montré il y a 3 mois. C'est qu'en fait, on est capable de faire marcher ça qui détecte le squelette, qui détecte la personne en temps réel sur un téléphone. D'accord. Donc en fait, il y a 5 ans, on était ébahis si jamais un supercalculateur arrivait à mettre une étiquette sur l'image. Maintenant, en temps réel sur un téléphone, on est capable de reconnaître des milliers d'objets et de les segmenter en temps réel et de les suivre voilà, et sans aucun règle. Donc ça, nous les chercheurs dans notre laboratoire, ils essaient de pousser la recherche le plus loin possible, essayer d'aller vers des méthodes plus efficaces, et je vais vous montrer où est-ce qu'on veut aller après. Mais en parallèle, évidemment, tout ça c'est utilisé dans Facebook partout. Mais pas par le labo de recherche appliquée qui va prendre ça et qui va l'appliquer où ils veulent pour faire ça. La nouveauté de cette année, c'est ce qu'on appelle DancePose, et ça se fait à Paris par 3 personnes. Donc au lieu d'essayer de reconnaître 18 points pour une personne, on va reconnaître 5000 points. D'accord. Donc qu'est-ce que ça change? Ça change qu'en fait, on est capable de mettre entièrement l'enveloppe 3D de la personne et de la détecter en temps réel sur un téléphone. Et donc avec ça, ça c'est tout nouveau, donc c'est pas encore complètement opérationnel, mais l'idée c'est qu'on peut estimer la corpulence d'une personne, on peut estimer les actions qu'elle fait, on peut faire beaucoup d'effets assez marrants, on va pouvoir changer les habits d'une personne, on va pouvoir faire l'essai à la ligne, etc. Donc, et c'est capable de le faire sur des foules entières en temps réel. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on pousse la recherche, et après évidemment on donne ça, on propose ça aux designers, et donc les designers ils ont plein d'idées, les gens qui font des produits. Voilà, on va faire ce qu'on appelle augmented reality camera. Donc, quand on peut détecter les objets, les surfaces, peut-être qu'on peut faire apparaître des requins. Voilà,
Voilà, peut-être qu'on peut faire apparaître reconnaître les objets pour faire vendre des produits, etc. Donc ça, disons, ça c'est pas notre laboratoire. C'est des gens qui vont, on va leur montrer un peu ce que je vais vous montrer. Voilà ce qu'on est capable de faire. On va dire, ah, on va faire ci, ah, on va faire ça, ah, c'est super. Et le code qu'ils utilisent pour eux faire leur démo et même le mettre en production, c'est le même que celui qui est open source. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Donc ça, c'est la perception, c'est-à-dire d'essayer d'aller de plus en plus loin vers ce que les machines sont capables de voir dans les images et les vidéos. C'est quelque chose, en fait, pour lequel, en fait, ça avance très vite. Il y a vraiment une accélération de ce qu'on est capable de faire. Et je pense qu'ici, dans l'activité avec les drones et les voitures, parce que ça aide vachement. Voilà. Après, donc le deuxième aspect qui va aller plus loin, parce qu'évidemment, on a détecté les objets, on est capable de les placer, c'est être capable, en fait, d'aller dans ce qu'on va appeler du raisonnement ou de la compréhension, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc ça peut être essayer de faire des actions, tourner au bon endroit, etc. Nous, on va essayer de pousser ça plutôt à Facebook, sachant qu'on n'a pas de robotique, par exemple, dans notre laboratoire. On va essayer vers ce qu'on appelle plutôt la compréhension du contenu. Donc ça va être essayer d'avoir une compréhension assez fine de ce qui se passe dans les vidéos, dans les images. Donc là, par exemple, une tâche classique en intelligence artificielle, c'est d'être capable de donner une description automatique d'une image, de donner un commentaire automatique d'une vidéo, etc. Donc ça va servir de ce qu'on fait avant, la détection, et après on va essayer de générer. Donc ça, c'est des légendes qui sont générées par une machine qui n'a jamais vu ces photos, qui permet de générer ça. Donc ça a 3-4 ans. Ça a beaucoup de promesses, ça a aussi des limites sur lesquelles je reviens. Quelque chose sur lequel j'ai travaillé, donc la première chose sur laquelle j'ai travaillé, je n'ai pas travaillé dessus. Donc un truc dans cette présentation, c'est ça. Je pense que c'est le seul truc. Ça va dire un peu ce que je fais des TCD. Donc là, c'est l'idée, moi, mon champ de recherche à la base, c'était la compréhension du langage, comme a dit Yves. Donc je ne fais pas trop les images et les vidéos. Par contre, c'est essayer je fais beaucoup les systèmes de questions-réponses et des systèmes de dialogue. Essayer d'avoir des chatbots, des Siri qui sont un peu moins stupides. Alors, donc là, ce projet-là, en particulier, c'est tout bête, c'est de dire, ok, je donne Wikipédia à une machine, juste les articles Wikipédia, je les liens, et après je vais lui poser n'importe quelle question et j'aimerais bien qu'elle soit capable d'y répondre. Donc pourquoi c'est intéressant ça? Parce que déjà c'est intéressant d'avoir une machine qui peut répondre à toutes les questions, c'est un bout de l'intelligence artificielle depuis très longtemps. Mais en plus, juste donner Wikipédia, ça va forcer une machine à être capable de lire ce qu'il y a dans le texte. Et si on donne tout le web, les systèmes de questions-réponses qu'il va être capable de faire, c'est qu'il est capable de lire un peu grossièrement tout ce qui se passe et ils vont compter le nombre de fois qu'une réponse a été donnée. Donc, par exemple, voilà, quelle est la capitale de la France? En fait, si je demande à des chefs de carte, si je demande à Google Maps, si je demande à Wikipédia, en fait, je vais avoir plein de réponses, il va y avoir des fausses, des mauvaises, et Paris va sortir le plus souvent, je compte le nombre de faux pareil à pareil, et je dis c'est pareil. Donc c'est comme ça que ça marche, en pratique. Mais ça ne veut pas dire forcément que la machine, si elle est capable de répondre, elle a vraiment forcément compris ce qu'elle dit. Et nous, la suite de tâches, c'est plutôt compréhension. Donc si on donne que Wikipédia, évidemment, il y a des réponses qui vont apparaître plusieurs fois, mais la majeure partie des réponses ne va apparaître qu'une seule fois. C'est beaucoup plus dur, parce que du coup, il faut vraiment comprendre le contexte, comprendre la phrase pour être capable de répondre. Donc ça, c'est un projet qu'on a fait avec une étudiante en thèse, qui s'appelle Nachi Chen, qui est à Stanford maintenant. Donc l'idée, c'est bien d'avoir une machine qui va procéder en 2 étapes. La première étape, elle va faire un raisonnement assez grossier pour essayer de retrouver. Donc il y a 5 millions d'articles Wikipédia. On va essayer de retrouver quels sont les articles qui pourraient être pertinents, une centaine d'articles. Et après, on va avoir une deuxième méthode qui est là et apprise avec des résultats profonds, qui va lire chaque article, chacun des 100 articles qui ont été retournés, et va essayer de sortir une réponse. Voilà. Donc ça marche pas trop mal, ça marche pas super, mais c'est intéressant. Et après, on peut poser n'importe quelle question et voir ce que la machine va dire, et elle peut même vous dire d'où elle sort sa réponse, quel article elle a lu et où est-ce qu'elle a trouvé ça. Donc là, avant, on ne peut pas très bien lire, mais j'avais demandé, et après on a fait un petit bot Messenger pour faire une démo, donc ça c'est pratique avec les trucs, c'est faire des démos sur. Donc là, j'avais demandé who will solve AI par exemple, et donc la machine a dit que c'était compliqué, mais qu'elle dirait des ordinateurs. Et après, il y en a une autre qui est intéressante, c'est What is the energy source of the matrix?
Donc en fait, la machine dit d'Abolicit et d'Electrical Activity, en fait, là c'est un truc qui apparaît qu'une seule fois dans Wikipédia, donc la machine allait chercher dans le résumé du film The Matrix pour répondre. Donc c'est des trucs qui sont assez intéressants et qui donnent des perspectives pas mal. Donc le code est open source comme les autres, et j'ai été il y a 2 jours avec un ancien UTC1 qui a monté une startup, c'est Recital, qui fait de la reconnaissance de la information retrieval, recherche d'information pour les entreprises. En fait, il utilise ça. Il utilise ce code dans son produit. Voilà. Une suite de ça, donc un projet que j'ai pas fait, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai laissé la c'est la citation de mon papier, c'est la règle. C'est du résumé automatique. Donc ça c'est. Donc là, quand je parle de question-réponse, résumé automatique, c'est des choses où les machines ne sont pas aussi bonnes qu'elles sont pour reconnaître des objets, mais elles ne sont pas complètement perdues. C'est des enjeux de l'intelligence artificielle dans lesquels il y a encore énormément. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce curseur sur la gauche qui va pouvoir dire la longueur du résumé qu'on veut. Donc là, l'article que j'ai pris, c'est un article qui parle de la sortie du trailer de Deadpool 2. C'est plus marrant, c'est un article. Beaucoup d'articles sont pas très marrants. Deadpool a un film, donc c'est la suite du Deadpool 1. Et donc si on demande la machine de résumer ça, la machine va dire The latest trailer for Deadpool 2 is here. It was the highest grossing film of all time in 2016. Voilà ce que la machine dit là. C'est pas parfait parce que, en gros, ça saute une étape en disant pourquoi est-ce qu'il y a eu un Deadpool 2? Parce que ça a été le film le plus vendu en 2016, donc il y en aura plus. En gros, la machine a sélectionné les 2 informations qui sont les plus importantes de l'article. C'est qu'un, il y a un trailer qui sort, et que 2, il y a un trailer parce qu'à mon avis, le film est super bien marché. Et après, on peut essayer de faire grossir. On va y avoir quelques plus long. Donc, c'est toujours pareil. The latest trailer for Deadpool 2 here was the highest grossing film for all time in 2016, making a sequel all but inevitable. Donc, en fait, le bout qui manquait, il est là. Donc, avec ça a super bien marché par la suite. The film is a franchise of 3 of the most famous films in the film. Voilà, et ben là, c'est les limites de l'air. D'accord. Voilà, donc c'est dommage. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des. Là, on arrive un peu à la frontière de ce qu'on est capable de faire, ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que générer du langage qui fait du sens dans des contextes changeants, comme ici, résumé n'importe quel article, évidemment, il va toujours y avoir des problèmes. Donc, pour l'instant. L'idée de choses comme ça, c'est plutôt de générer des résumés, des pré-résumés qui sont après relus par le jeu. Donc voilà, on peut faire rapidement. Le film, c'est quoi? Le film, the first film de 2016. The movie is based on an action-packed sequence. The film was filmed in the film. Et c'est d'en dire plus, ça va être compliqué. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une scène du premier qui sert vraiment à lancer le deuxième, etc. Et c'est pas compliqué. Voilà, mais c'est vrai, c'est un peu subtil. Et quand c'est subtil, c'est bon aussi. Voilà. Alors, le troisième point sur lequel je voulais aller, donc là, c'est plutôt essayer de répondre à des questions, comprendre le langage et les images en même temps, pour essayer de faire des interprétations, des descriptions, répondre à des questions. Troisième chose qui s'appelle ici prediction. Donc, prediction, c'est ici d'avoir des machines qui peuvent essayer de prédire le futur ou de prédire des éléments probables. Donc c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas forcément une question, on leur donne une situation, on va essayer de dire, ok, à partir de là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc là, pourquoi c'est illustré par une bouteille d'eau? Parce qu'en fait, là, si jamais je vous demandez vous ce qui se passerait, il est probable que la bouteille d'eau tombe, qu'elle éclate, et qu'en fait il y a de l'eau partout sur tout le monde, enfin en tout cas sur les gens qui sont traités. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien que les machines soient capables de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le début pour nous. Donc là, on arrive vraiment à la deuxième partie de l'exposé. On est le début de ce qui pourrait être les prémices d'une intelligence artificielle qui serait un peu plus intelligente. Et une des parties, c'est d'essayer d'avoir des machines qui sont capables de prédire le futur, au moins quelques instants près. Comme ça permet d'avoir une idée de la conséquence d'une action qu'on va faire dans le monde réel. Et ça aide, c'est ce que fait beaucoup pour essayer de déterminer quelles actions on va faire. Donc, comment on s'y prend pour essayer d'apprendre ça aux machines? On s'y prend de plusieurs façons.
Donc une des façons donc, qui marche pas mal pour faire des effets, c'est de faire ce qu'on appelle inpainting. Donc on va prendre une image, on va enlever des bouts, et on va demander à la machine de remplacer les morceaux. Donc ça c'est un travail qui n'est pas par Facebook, c'est un travail de NVIDIA. Et donc en fait ils ont enlevé, donc là c'est dommage, c'est un peu sombre, ils ont enlevé les 2 carrés de la cabine téléphonique en Angleterre. Après ils comparent plusieurs, mais le leur c'est celui qui est en bas à droite. C'est hyper bluffant, c'est capable de refaire des détails hyper précis. Et surtout ce qui est intéressant c'est que ça va imaginer des parties. Ce qui n'est pas très dur c'est de continuer des lignes, de continuer des routes, de continuer des lignes d'horizon, etc. Là en fait ça va carrément créer des fenêtres qui n'existaient pas du tout. Il y a d'autres images qui sont assez bluffantes aussi, où ils vont enlever carrément toutes ces bibliothèques, et la machine va carrément créer des bibliothèques et des livres, etc. pour les remplir. Comment elle fait? En fait, c'est qu'on va lui donner beaucoup d'images, du monde réel, et la machine va apprendre à dire, ok, quand j'ai une cabine téléphonique, ben forcément la forme des fenêtres, ça va être rectangulaire, donc je ne peux pas avoir un truc qui commence rectangulaire, où il y a un gros trou au milieu, et quelque chose comme ça. C'est une forme qui n'est pas du tout régulière dans la façon qu'on fait. Donc la machine va essayer d'apprendre des régularités du monde. Une façon assez marrante d'utiliser ça, c'est ce qui s'appelle le style inpainting, le style transfert, pardon. Donc encore une fois, donc là, en fait, on va prendre une photo à gauche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup et qui est dans tout, si vous avez Facebook ou Instagram, vous avez beaucoup de gens dans cette salle. Et en fait, ça c'est directement dans l'app. Donc c'est des choses qu'on a fait dans Labo il y a 2-3 ans et qui sont dans l'app maintenant, qui permettent de faire des filtres qui ressemblent à des tableaux, etc. dans l'app Facebook pour des photos ou des vidéos. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre une photo et on va prendre le style d'un tableau et on va arriver à les mélanger ensemble. Et ça donne des résultats qui sont assez intéressants. Et là-dessus, je vais vous montrer un truc qu'on a fait à Paris. C'est une collaboration avec un studio de cinéma. Where are you? Oui, elles sont, voilà. Donc c'est un film, donc encore une fois c'est dommage, c'est un peu sombre, mais en fait c'est un film en réalité virtuelle qu'on a fait avec un studio français. Et l'idée là-dedans, c'est que ça se passe dans un studio d'un peintre. Et en fait il se passe un accident, etc. Et en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du style transfer. Donc en fait les tableaux qui sont présents dans la scène commencent en fait à colorer complètement la scène et à faire des effets spéciaux. Donc la scène commence à complètement changer en fonction des tableaux qui commencent à colorer, qui commencent à propager dans tout le vous voyez, ça bouge un peu, les effets comme ça. Évidemment, en réalité virtuelle, c'est extrêmement. Bon, bon. Vous voyez, en fait, il y a les, donc tout ça, en fait, c'est l'image originale du film, et qui est complètement changée, stylisée en fonction des tableaux, etc. C'est un film. Donc ça, c'est une collaboration avec un studio français qui a fait ça. Je sais pas pourquoi en fait c'est son. Et voilà. Donc c'est un peu aussi une collaboration parmi du laboratoire. On peut avoir l'opportunité de collaborer avec quelques entreprises ou des autres acteurs de temps en temps pour faire des démos. Là l'idée c'était est-ce qu'on est capable de faire des style transferts qui va marcher pour un vrai film dans un vidéo 360. Donc pour les chercheurs c'était assez intéressant si on peut faire ça. Le film a donné plein de prix. Le studio c'est Oculus Studio, studio de réalité. Voilà, alors là la suite, donc ça c'est une autre vidéo qui n'a pas de son. J'ai plein de vidéos maintenant. Parfait. Donc là c'est un autre projet. Donc on a fait après j'ai pas mal de projets qui ont été démarrés. Donc ça c'est un film qui a été. C'est bien comme ça. Bon alors, qu'est-ce que vous voyez, à part Benjamin essayer de régler les lumières, c'est donc ça c'est un projet qu'on a fait avec un partenaire de Mog. Et en fait l'idée c'est de voir si une machine, donc au lieu d'essayer de prédire ce qui est rapide dans une vidéo, dans une photo, ou essayer de prédire, de changer le style là, c'est est-ce qu'une machine est capable de prédire une nouvelle collection de vêtements. Donc en fait, on va donner toute une collection de vêtements à la machine. On va essayer de lui demander d'interpréter qu'est-ce qui fait un vêtement et qu'est-ce qui fait le style d'un vêtement. Et après, la machine va essayer de générer des nouvelles collections. Donc là, ce que vous voyez, c'est le processus d'apprentissage.
en fait, la machine est en train de regarder, d'essayer de prédire. Donc derrière ça, la méthode s'appelle les Generative Adversarial Network. Je ne vais pas l'écrire en détail. Mais vous voyez en fait qu'au fur et à mesure, elle essaie de converger. Donc là, on voit une robe par exemple qui est en train de bouger. L'idée, c'est que la machine va prédire un vêtement. Pendant l'apprentissage, on va dire non, ça c'est pas un bon vêtement. Et donc elle va essayer de s'adapter comme ça. Et donc ça, c'est un projet qu'on a publié il y a 2 mois. Et c'est le genre de choses qu'elle peut générer. Donc après, est-ce que vous porteriez ou pas, c'est autre chose. Parce que bon, voilà, mais et en tout cas, le truc intéressant, c'est qu'on a montré ça à des designers et qui ont dit « Ah, je ne le produirai pas tout de suite. » Mais c'est intéressant. Et voilà, donc en fait, on voit en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en fait l'intérêt de faire ça pour une industrie comme la mode, c'est pas forcément c'est pas du tout de remplacer les designers parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, mais c'est d'avoir des idées qui peuvent être un peu différentes. Donc voilà, il y a des rayures, il y a des choses qui sont absolument improduisibles. Ça va générer des blousons de cuir avec de la broderie et tout, donc voilà, ça a coûté un peu de fou à faire. Mais en tout cas, c'est dire, ah oui, ça permet de rajouter des idées un peu différentes. Voilà. Une autre façon dont on fait, c'est l'histoire d'essayer de prédire. Donc ça, c'est un projet aussi qui fait à Paris. Donc c'est d'essayer de prédire la suite d'une vidéo. Donc ça, c'est tout simple. Hein. On va donner une vidéo, courte, normalement c'est quelques secondes. Et après, on va essayer de prédire les secondes qui suivent, les frames qui suivent. Et l'intérêt de faire ça, c'est que c'est vraiment, pour revenir au problème de la bouteille d'eau au départ, vous pouvez voir comme je pose une bouteille d'eau, quelqu'un pose une bouteille d'eau, on va essayer de prédire ce qui se passe à la suite. Et si jamais la machine arrive à prédire correctement, ça veut dire qu'elle a une compréhension de la physique, de la gravité, etc. Là, ce qu'on peut voir à droite, par exemple, c'est que c'est donc une fanfare qui avance, et à partir du moment où ça s'entoure en rouge, c'est ce que la machine a prédit. Donc ça devient un peu plus flou, mais la fanfare continue à avancer. Après, les trompettes explosent. Et ce qui est embêtant, parce qu'il n'était pas dans la vidéo originale, je peux vous le dire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les trompettes, c'est pas évident pour la machine de prédire où la trompette doit être. Parce qu'en fait, elles peuvent être à plusieurs endroits, il n'y a pas vraiment un. Et donc, en fait, dans ce modèle-là, qu'on a amélioré depuis, quand la machine ne sait pas où mettre un objet, elle va juste faire une espèce de moyenne, et puis elle va dire, bon, bah, c'est à peu près là. Donc, ça fait un truc de cercle jaune, ce qui n'est pas du tout cohérent vis-à-vis du fait que les objets n'explosent pas. Donc, et donc ça montre ce qu'on est capable de faire à partir d'une machine qui n'a pas de connaissance a priori du monde. La machine va juste essayer de prédire les pixels, elle va dire que ça c'est, étant donné ce que j'ai vu, c'est les pixels les plus probables. Évidemment, derrière, il manque tout ce qu'on appelle le sens commun, qui veut dire que la persistance des objets, etc. Mais ça montre aussi ce qui manque aux machines pour ça. Donc, de façon plus simple qu'on essaie de faire la tâche d'avant, parce que la tâche d'avant est compliquée, c'est des vidéos YouTube. Et qui ont beaucoup de variabilité, etc. C'est quelque chose qui est plus simple, mais qui est le même principe, qui est encore plus proche de la bouteille, c'est qu'on va donner une pile de cubes, une photo d'une pile de cubes à la machine, et on va lui demander de prédire ce qui se passe dans les instants qui suivent. D'accord? Donc en haut, c'est ce qui se passe en vrai, donc avec l'algorithme du début qui permet d'identifier les objets, on peut voir ça. Donc ça tombe, et en bas, c'est ce que la machine prédit. Et encore une fois, ça c'est des expériences qui vont nous permettre d'essayer de voir si la machine est capable d'avoir une intuition de la physique. Et donc là, un peu comme juste avant, vous voyez que le bloc rouge et le bloc bleu, donc elle prédit qui tombe, le bloc rouge et le bloc bleu sont bien prédits. Le bloc jaune encore disparaît encore une fois, et c'est le même problème qu'avant. La position du bloc jaune est assez incertaine, et du coup la machine préfère donner une espèce de moyenne plutôt que d'essayer de choisir une des solutions. Et ça, c'est un problème assez fondamental. La dernière chose, donc ça c'est un travail très récent de table de New York. Donc ça c'était des petites vidéos, mais en gros là c'est intéressant, c'est qu'on a un robot qui va essayer de. Donc c'est pas des vidéos de chez nous, on n'a pas de robot, mais on peut essayer de prédire avec des vidéos. C'est qu'un robot qui va faire une action sur un plan de travail, donc la machine va devoir essayer de prédire où vont les objets. Donc là, on commence à. Le premier c'était sur des phases statiques. Là, ça va être essayer de voir en fait, est-ce que la machine est vraiment capable de prédire la conséquence physique de ses actions. Et sachant qu'en plus, quand on pousse une balle sur un plan incliné, elle peut aller à plusieurs endroits. Et est-ce que la machine. Donc, et là, donc je vais pas regarder le truc, mais en fait, elle le fait pas trop mal. Voilà. Dans ces conditions simples, sur une vidéo à petite résolution, etc. Voilà, la dernière partie que je voulais couvrir, enfin, sur au moins c'est calculé, donc c'est la planification. Donc, j'ai mis une voiture, non, mais en fait, on n'en fait pas.
C'est juste que et c'est l'idée d'avoir apprendre aux machines à générer des stratégies ou essayer de développer de prendre une tâche compliquée et d'essayer d'apprendre à la scinder en tâches plus petites qu'elle peut résoudre séquentiellement pour atteindre un but plus compliqué. Donc ça, c'est aussi des recherches qu'on fait. Et vous voyez, entre la stratégie, la prédiction du futur, le fait de comprendre, de percevoir l'environnement et le fait de comprendre un peu ce qu'est cette perception, c'est finalement des éléments qui, si on les mettait ensemble, pourraient avancer vers des machines plus intelligentes, sachant que là, pour l'instant, on essaie d'avancer sur les briques de base. Et vous voyez, plus on avance, plus on est loin du business physique aussi. Et donc là, le planning, on fait ça sur StarCraft. Donc là, on a une équipe qui est basée entre New York et Paris, qui est co-dirigée par Nicolas Juni, un ancien du PC qui essaie d'apprendre à un bot, donc à une machine à jouer à StarCraft. Je peux remettre une vidéo, mais là c'est encore une petite version. C'est le jeu, bataille, etc. Bon voilà, en tout cas, l'idée c'est de l'apprentissage par renforcement, ce qui est encore un grand domaine de l'apprentissage. Et donc l'idée c'est d'apprendre une machine à jouer à StarCraft. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous? C'est intéressant parce que StarCraft, il n'y a pas de problème de la perception, on peut savoir exactement où sont tous les objets, donc on n'a pas de problème de la vision. Par contre, déjà, les parties en 1 contre 1 durent entre 15 et 20 minutes, donc avec énormément d'actions. C'est plus des dizaines ou des centaines d'actions par minute. Donc c'est quand même énormément d'actions à prévoir. Avec ce qu'on aime bien, c'est que c'est des stratégies hiérarchiques. Donc on va définir un plan assez général de comment est-ce qu'on va attaquer cette bataille. Est-ce que je vais faire une grosse armée ou une petite armée qui va attaquer rapidement, etc. Et après, il y a plein d'implémentations. Où est-ce que je place les buildings, combien d'unités je construis, quelles unités, etc. C'est extrêmement compliqué. Et donc en fait, c'est un sport professionnel en Corée. Et donc, tellement c'est compliqué. Et donc en fait, pour nous, avoir une machine qui est capable de jouer à ça, ça va nécessiter qu'elle soit capable de gérer les stratégies sur du long terme, assez long terme, et vraiment avec beaucoup de niveaux de granularité, d'être capable d'avoir différents niveaux de décision qui s'interagissent. Donc c'est extrêmement intéressant. Et un autre aspect très intéressant par la stratégie, c'est qu'à StarCraft, on ne voit pas ce que l'adversaire fait. Donc par rapport au Go, par exemple, qui a été résolu par Google Klein avec AlphaGo, le Go, on voit exactement tout ce que l'adversaire fait. Donc on peut vraiment s'adapter, alors que dans StarCraft, il y a ce qu'on appelle le fog of war, qui fait qu'on ne voit pas ce que fait l'autre. Donc en fait, on est obligé de supposer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire de la stratégie dans l'incertain, puisqu'on va faire des hypothèses sur ce que l'adversaire est en train de faire. Il peut y avoir des actions qui vont être comme d'envoyer des unités, voir ce que l'adversaire va faire, qui nous coûtent parce qu'on perd des unités, mais qui peuvent nous donner plus d'informations sur ce que l'adversaire est en train de faire. Ouais. Justement, avec les échecs, on peut simuler plusieurs parties par seconde. StarCraft, c'est plus compliqué. Ouais, on fait comment pour... clairement, si une simulation prend 1 heure, on peut les années. Ouais, alors on peut pas... effectivement, pour les échecs, on peut, même pour le Go, on peut partir d'une situation et évaluer plein de coups à l'avance et essayer d'avoir où est-ce que ça va aller. Dans StarCraft, on ne peut pas, effectivement, c'est une très bonne question, surtout qu'on n'a pas le code source de StarCraft. Donc, même si on avait les moyens, on ne peut pas avoir le code source qui permettrait d'exécuter. Je regarde le jeu là, et je fais ça et je regarde ce que ça donne. Donc l'idée, c'est justement d'utiliser ce qu'on fait juste avant, qui est d'essayer de prédire ce qui va se passer dans le monde. Tu vois, ce qu'on fait, ce que j'ai montré dans la partie précédente, et on va le faire en StarCraft. Donc, on va avoir une machine qui va regarder des jeux StarCraft, et qui va essayer de prédire, quand l'adversaire a fait ça, alors il s'est passé ça, etc. Et tu fais ça sur beaucoup de jeux. Et tu peux commencer à essayer de prédire, si jamais je mets des buildings qui sont très serrés, les gens ne vont pas passer à travers, etc. Et donc ça peut faire une partie d'une brique qui va te servir à développer ta stratégie. Un peu comme un utilisateur, les pros de StarCraft regardent plein de jeux StarCraft sur YouTube. C'est très populaire. Donc, mais c'est une très bonne remarque en fait. Par rapport au Go, on ne peut pas simuler comme ça. C'est pour ça que c'est multipliant. Et donc ça nous occupe. Et dans le laboratoire en 160, ça va être une équipe de 10 ingénieurs, qui est la plus grosse équipe d'ingénieurs chez nous. Parce que c'est énormément de travail aussi pour faire du StarCraft sur un cluster distribué. Je vous laisse imaginer, c'est... Et dans notre laboratoire, on a un ordinateur qui permet de jouer contre notre boîte à StarCraft toute la journée. Jouer à StarCraft chez nous, c'est du jeu, c'est pas du jeu. Voilà.
Je vais passer à la dernière partie, qui est un peu les limites quand même. Enfin, j'ai essayé d'en parler un peu tout au long du truc, tout au long de la présentation. Ça, c'est les courbes qui sont assez populaires dans les médias. En fait, en pointillé, c'est la performance humaine. Donc à gauche, c'est plus c'est bas, mieux c'est. À droite, c'est plus c'est haut, mieux c'est. Donc à gauche, c'est la reconnaissance d'image. Donc c'est la tâche que pour TDE. Essayer de détecter une image, donc sur un certain dataset, etc. Et donc en fait, depuis 2016, les machines sont meilleures sur cette tâche. Ça ne veut pas dire que les machines sont meilleures à reconnaître les images vulnérables, mais cette tâche c'est bien. Et à droite, c'est les échecs. Donc effectivement, on a vu ça il y a assez longtemps. Donc en fait, il y a quelque chose contre lequel on se bat à Facebook AI Research avec d'autres labos. C'est la croyance qu'en fait, la super intelligente AI arrive très vite et que c'est inévitable et qu'on va se retrouver gouverné par des machines en un claquement de doigts. Donc en fait, effectivement, si les gens regardent que ces courbes-là, ils vont dire bah oui, c'est fini, l'humain est déplacé, etc. C'est pas le cas. Alors, pas du tout. Pourquoi? Parce que là encore, ça c'est une autre courbe qui montre ce qui se passe pour la reconnaissance de la parole. Donc c'est quelque chose qu'on fait aussi, mais j'en ai pas parlé. Donc essayer de reconnaître la parole. Et là, c'est effectivement assez récemment, les machines sont aussi capables d'arriver aussi bien. C'est-à-dire quand on vous donne le téléphone, on vous demanderait de taper ce que quelqu'un dit au téléphone. Les machines arrivent à le faire aussi bien, ce qui à mon avis est hyper pratique. Voilà, donc, mais ça, c'est des tâches finalement qui sont assez simples. Donc le jeu d'échecs, c'est compliqué, mais finalement pour une machine, c'est pas trop difficile. Le jeu de Go, bon, ça a été hyper impressionnant, mais c'est quand même un univers très fermé. Donc en fait, le raisonnement dans des univers ouverts comme le monde, c'est entre un plateau de Go et le monde normal, un énorme obstacle. Et les choses qui se passent dans le monde réel, qui marchent mieux que les humains, c'est des choses qui sont juste de la première étape, de la perception. C'est essayer d'identifier les choses, mais le raisonnement à partir de ça est extrêmement loin. Donc ça, c'est identifier les mots à partir du son. Le premier, c'est identifier les objets à partir d'images. Ça veut pas dire qu'on sait quoi en faire. Donc, pour mettre sur un slide un peu les choses qui se passent, quand c'est ouvert, c'est que c'est plus ou moins résolu, donc c'est plus ou moins résolu, ou au moins on avance assez bien. Donc ça va être la reconnaissance des caractères manuscrits, ça va être les échecs, la reconnaissance de la parole, la segmentation des objets. C'est des choses en fait qui marchent pour lesquelles des codes open source et pour les gens qui sont hyper utiles pour les entreprises comme Facebook, mais qui sont aussi extrêmement utilisés par les startups. Après, il y a ce qui est en jaune, c'est des choses qui se développent pas mal. Donc il y a Autonomous Driving qui est assez populaire, on va pas dire que c'est arrivé. Il y a les chatbots, donc les chatbots, on met narrow chatbot, parce que c'est des chatbots qui seraient capables de parler sur un sujet en particulier. C'est pas encore le cas, je pense que ça va arriver. Et après en haut, c'est des choses extrêmement compliquées, comme le sens commun, la planification long terme. Et il y a alors l'humanité de robot, ça on met là parce que c'est même pas utile, je pense, pour faire. Et efficient learning, ça veut dire être capable d'apprendre avec peu d'exemples. C'est-à-dire que la plupart des exemples que j'ai montrés utilisent des dizaines, des centaines, voire des millions, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'exemples pour apprendre à reconnaître les objets, à reconnaître la parole, à répondre à une question. Un humain apprend avec beaucoup moins d'exemples, on est persuadé qu'il manque quelque chose de fondamental, qui est que comment est-ce qu'on pourra apprendre les mêmes tâches avec beaucoup moins d'exemples, puisque les humains y arrivent. Donc voilà, donc la limite c'est ça. Donc, quand c'est résumé par Yann Leca, par exemple, c'est de dire que tout ce qu'on est capable de faire, c'est supervised learning, donc on va avoir besoin de beaucoup d'exemples, et en plus il doit être étiqueté, donc avec ce que je fais. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de tâches qui ne peuvent pas être étiquetées, parce que soit c'est trop gros, soit il n'y a même pas d'étiquette qui veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire d'étiqueter un dataset de common sense, juste commun, ça veut rien dire du tout, c'est compliqué. Donc il y a des choses fondamentales qui manquent, et c'est pour ça qu'il y a une ligne blanche, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est un gradient qui va doucement du vert vers le jaune, vers le rouge, et que voilà, c'est qu'il y a une fracture assez forte sur les choses qui vont. C'est vraiment pas faire. Et pour revenir à l'exemple de la description de l'image du livre, ça, c'est aussi le même modèle. Donc la différence par rapport au début, c'est que les images sont beaucoup plus rares et elles sont beaucoup moins communes. Donc les images du début, je peux vous en rappeler, il y avait une girafe qui mange dans un arbre et un serpent. Et en fait, si on se rappelle, la machine sait très bien reconnaître les objets. Donc en fait, si elle reconnaît une girafe, eh bien, elle peut très bien générer, la caption c'était giraffe standing near a tree on the grass, quelque chose comme ça.
En gros, sachant que les girafes sont tout le temps debout, elles sont quasiment avec une probabilité, elles sont forcément sur de l'herbe. Et puis la probabilité qu'il y ait un arbre dans le coin, c'est pas très difficile, c'est ce que vous détectez. Générer cette légende nécessitait quasiment aucune connaissance du monde à part qu'on a pris une girafe. Pareil pour l'autre, on avait un surfeur, donc il y avait a man riding a wave on the water. Bon, si on détecte quelqu'un qui est debout sur de l'eau, okay, les probabilités qu'il soit en train de surfer sont énormes. Et si jamais il ne le fait pas, ben la machine va se planter exactement comme ça. Et là, ce qu'elle fait à gauche, c'est qu'elle détecte une route et un avion. Bon, ben, une route et un avion, ben, c'est quand l'avion est garé sur le tarmac de l'aéroport, hein, il n'y a rien d'autre qui peut se passer dans le monde. Et s'il détecte un avion et pas de route, eh ben, ça veut dire que l'avion est en train de voler dans le ciel. Le raisonnement, c'est pour ça que reconnaître les avions, on peut le faire assez bien. Le raisonnement à partir de ça, ça peut être assez limité. On peut y arriver dans des cas qui sont assez fréquents et pas très difficiles. À droite, c'est pareil, la machine va détecter du sable et une moto. Bon, voilà, c'est un man qui est en train de faire de la moto sur un plat. Parce que c'est la, disons, c'est pas complètement aberrant, c'est que c'est la situation la plus fréquente et la plus logique étant donné ces objets. Et en fait, là où on a besoin de sens commun, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de cas où en fait, on va sortir de cette logique-là, et là, les machines ne vont pas être capables de le faire. Et pour conclure, c'est aussi, je pense, que ce qui explique les problèmes des systèmes de dialogue, ce sur lesquels je travaille, c'est que les conversations, très rapidement, elles amènent vers des situations qui ne sont pas fréquentes. En fait, il y a beaucoup de conversations qui sont uniques, qui font appel à contextes différents, qui font appel à des gens qui se parlent dans des contextes différents. Et donc, en fait, les machines ont extrêmement de mal, parce qu'en fait, on ne peut pas calquer une conversation sur une conversation qui est déjà passée avec d'autres gens. Ça n'a aucun sens, même si les mots sont les mêmes, ils veulent peut-être dire quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est extrêmement difficile pour les machines. Voilà. Donc, je vais finir sur ce slide. Une couleur jolie. Voilà. Merci. Je prends juste un peu 30 secondes. En fait, c'est pas ça qu'il fallait dire. D'abord pour te remercier pour l'exposé. Et ensuite pour dire que vous êtes beaucoup. Je ne sais pas combien de questions on va avoir. On a un petit peu de temps pour des questions, mais pas tant que ça. J'aurais tendance à proposer de laisser les étudiants poser des questions. Je sais qu'il y a des enseignants-chercheurs ici. Il y en a certains qui sont du GI. Vous aurez l'occasion de croiser Antoine cet après-midi au labo. Donc, ça se trouve, il n'y a aucune question. C'est pas mal, personne n'a de questions. On va être la main. Dans l'hypothèse où il y aurait beaucoup de questions, les gens vont aller. Peut-être laisser les questions. Alors, du coup, je choisis comment petit. C'est parfait. Je lui demande leur étude du GI, chef. Alors, pose ta question. Quelle est la part de bio-inspiration dans vos méthodologies? Est-ce que vous travaillez avec des biologies pour essayer de mieux comprendre le vivant? Ouais, c'est une bonne question. Donc, peu. De base, la tradition pour la communication, la formation de la plupart des gens qu'on a chez nous, c'est vraiment maths info. Donc en fait, on attaque vraiment les problèmes des problématiques plutôt mathématiques, algorithmiques, et pas forcément avec les problématiques de vouloir faire du inspiré, par exemple, parce que donc déjà, on n'a pas l'envie de vouloir faire quelque chose qui est forcément bien inspiré. On a envie de faire quelque chose qui fonctionne. Non, et ça, c'est pas antinomique, ça peut fonctionner, mais si c'est bien inspiré. On va pas se mettre la contrainte de faire forcément bien inspiré. Il y a des approches. Mais effectivement, pour ça c'est le début, mais après, effectivement, on va s'ouvrir à ces thématiques-là, puisque là aussi, on ouvre avec d'autres thématiques. En particulier parce qu'il y a des défis qu'on a, comme le sens commun, etc., qui nous amènent quand même à regarder quand même ce qui se passe dans le cerveau, etc., pour essayer d'avoir des réponses. À la base, c'est pas forcément, mais effectivement, il y a des choses où on sent qu'il y a des solutions là. Donc, on travaille par exemple avec CSSBN, la neurospin, qui fait essayer la compréhension du langage dans le cerveau, et on essaie de voir si ça se reproduit comme ce qui se passe dans les réseaux sociaux. J'ai deux questions. La première, c'est. Je repasse un ton tour. La première, c'est que précédemment, vous parliez donc du GINAC qui joue à StarCraft. Du coup, si vous avez suivi les réseaux de neurones pour cette partie-là, les réseaux de neurones, parfois, on utilise un peu un problème de black box, c'est-à-dire qu'on ne sait pas précisément pourquoi ils ont pris les décisions qu'ils ont prises. Est-ce que vous n'avez pas eu un peu de problème pour prendre une décision stratégique plutôt sur ça?
C'est une bonne question. Alors, la fixation black box, c'est vrai. Alors, ça veut pas dire qu'on ne prend pas tout, mais on ne peut pas regarder, ouvrir le réseau de neurones et dire ok, quels sont les chemins qui ont été pris, effectivement. Après, on peut essayer d'avoir des interprétations de ce qui a été fait. Pour le boss StarCraft, en fait, c'est pas un seul réseau de neurones qui joue tout le jeu. Il y a plusieurs modules, il y en a encore certains, ils ne sont pas tous appris. Donc il y en a certains qui font la stratégie, il y en a certains qui vont faire placer des buildings, il y en a certains qui vont créer des unités, etc. Et c'est les modules qui bossent ensemble. C'est un code qui pourrait utiliser qu'un seul réseau, et il y a certaines parties qui sont encore gérées par des règles, donc on est encore en train de... On n'a pas encore du tout résolu. Pour l'instant, le bot joue aussi bien qu'un humain qui sait bien jouer, et pas comme moi. Ouais. Quelles sont les sources de vos données pour la société voilà, 1 million de cas français, est-ce que vous pouvez les dire? Ouais, encore une bonne question. C'est des datasets publics. Vu qu'on va faire de la recherche ouverte et qu'on va publier, on ne va pas faire de recherche sur les données physiques. On va faire que les recherches, parce qu'en fait c'est important de pouvoir que les autres laboratoires puissent reproduire. Donc tout ce qui est là, qui est fait par nous, il est reproductible. Et pour être reproductible, il faut que les gens puissent utiliser la donnée pour essayer de reproduire ce qui se passe. Donc en fait, on va utiliser que de données publiques. Et la plupart du temps, il y a quand même des gros datasets publics qui existent maintenant. Pour la traduction, il y a des choses avec des millions de phrases. Pour la reconnaissance d'images, donc ce dataset ImageNet qui a 1 million d'images. Et quand il n'y en a pas, donc par exemple pour les questions-réponses sur Wikipédia, on va créer un dataset pour mettre sur les modules publics. Je suis pas gazite, moi. Ah bon, alors je vais prendre. Oui. Est-ce qu'on a une intelligence artificielle 100% du learning ou est-ce que les méthodes traditionnelles et le machine learning en général encore Alors, machine learning en général, évidemment, parce que le learning en fait partie. Mais alors, non, je dirais courte. Après, je peux me tromper. Non, et en fait. Le deep learning, ça commence à être aussi vaste que AI, dans ce que ça veut dire, on va dire. Donc, moi, je travaille beaucoup et je crois beaucoup à un mélange neurosynodic méthode. Donc, c'est des méthodes qui utilisent des réseaux de neurones pour les parties que ça fait bien. Donc, les réseaux de neurones sont très bons pour ce qui est perception, surtout quand c'est du signal. Ils peuvent être très bons aussi pour la génération, etc. Après, pour les parties raisonnement entre les deux, c'est pas évident. Donc, par exemple, les choses de questions-réponses. On va se servir aussi on a créé des systèmes de réseaux de neurones qui peuvent utiliser des mémoires symboliques. Donc en fait, on essaie de merger. Oui, bon, Cosplay comme laboratoire. Deux petites questions. La première, qui m'a frappé, c'est dans vos exemples, c'est la dimension créative, artistique, la scène en réalité virtuelle, le design de vêtements. Il y a tout un courant, notamment en Amérique du Nord, qui consiste à faire les artistes dans les laboratoires, parce qu'ils expérimentent des voies, ils ouvrent des possibles. Est-ce que vous, ça vous paraît une voie intéressante de travailler avec des artistes dans le domaine de l'IA? Et deuxième question, vous mettez beaucoup l'accent sur le sens commun, et on dit souvent que l'ironie, au niveau langagé, ça reste une frontière, hein, le fait de dire quelque chose en faisant comprendre à l'interlocuteur qu'on pense le contraire. Est-ce que vous pensez qu'à terme, la machine pourra se saisir de la question de l'ironie? Alors, pour la deuxième question, je suis tout à fait d'accord. C'est hyper difficile, mais même des choses sont plus simples. Le sarcasme aussi, c'est très dur. À Facebook, nous on travaille sur des choses ouvertes, on collabore quand même avec les équipes produits. Il y a un énorme effort pour ça s'appelle le hate speech, donc la façon d'insulter ou d'adresser les gens par le langage sur la plateforme. C'est énorme d'essayer d'enlever ça. C'est extrêmement compliqué à détecter, parce qu'on peut être extrêmement violent avec quelqu'un avec des mots qui sont complètement anodins. Ça change les contextes, etc. Donc oui, il y a énormément de travail à faire ça. La machine est capable de comprendre le langage, disons, quand le langage est exprimé de façon claire et au premier degré. Et déjà, on va faire beaucoup d'erreurs. Ça, je suis d'accord. Après, est-ce qu'on va y arriver mieux? J'espère, on travaille, mais c'est quand même très dur. Et surtout parce que souvent, ça laisse, en fait, pour comprendre l'ironie, c'est essayer de comprendre le contexte dans lequel c'est dit. C'est ça qui est très dur. Parce que le contexte, comment on encode un contexte, et voilà, on arrive à des choses qui sont tout de suite très très fondamentalement précises. Et après, la première question sur les artistes. Oui, on le fait. Alors, on n'a pas un programme d'artistes en résidence dans le labo vraiment à s'installer, mais on le fait à l'occasion. Surtout, oui, il y a quand même tout un aspect. Donc, déjà, la AI for Creativity, c'est quelque chose qu'on aime bien. Parce que, ça permet
pousser ces méthodes de génération d'images et de films, qui est quelque chose qui est intéressant pour Facebook en interne aussi, parce qu'il y a beaucoup d'outils pour aider les gens à faire de la création, et qui est aussi quelque chose qui est intéressant dans le sens où, quand on veut générer une image, ce qui est une tâche de base de l'IA sur laquelle je travaille, c'est compliqué d'évaluer à quel point la génération est bonne ou pas. Et, on peut essayer, il y a plein de méthodes automatiques, mais c'est compliqué parce que ça aussi, ça nécessite beaucoup de codex. Alors, travailler avec des artistes, on ne va pas forcément voir si l'image est réaliste, mais on va voir si elle est intéressante ou si elle est inspirante. Et ça nous permet quand même d'avoir du coup une mesure d'évaluation. Donc là, effectivement, il y a un autre travail sur lequel je n'ai pas parlé. On a un chercheur en Californie qui a généré des tableaux. Donc il a essayé de prendre des tableaux avec des styles et essayer de générer des tableaux avec des nouveaux styles. Donc c'est intéressant, d'essayer de voir ça avec des galeristes. Et encore une fois, les tableaux générés, c'est intéressant, c'est marrant, mais ce qui est intéressant, c'est quelle est la méthode qui a été utilisée, qui permet finalement de générer des choses qui sont intéressantes pour les artistes. Et après, on peut le mettre ailleurs pour utiliser d'autres choses. Donc ouais, c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est une façon parmi d'autres. On travaille avec des gens de neurosciences, on travaille avec des artistes, on travaille avec des gens de sciences cognitives aussi. Bon. Deuxième question. Vous avez parlé dans votre question de laboratoire, on parlait d'ingénieurs de recherche. Ils ne sont pas titulaires pour doctorat, ces ingénieurs. Pas forcément, il y en a quand même. Et du coup, pour quelqu'un qui s'est intéressé par ce type de poste-là, est-ce que vous diriez que c'est plus important d'essayer de compenser l'absence de doctorat par un stock de mathématiques conséquent? Ou est-ce que c'est plus important de travailler sur une bibliothèque technologique comme les software, etc., pour être plus habitué à implémenter financièrement? Les deux sont bien. Non, il n'y a pas de réponse à ça, parce qu'en fait, les ingénieurs, on les recrute au cas par cas. Et on a des gens qui sortent juste d'école, qui ont fait des projets en terrasse et qui ont fait ça chez nous, ça s'est bien passé. Enfin, chez nous, non, enfin, chez nous à Facebook, c'est pas dans nous. Et on en a qui ont bossé 10 ans dans une start-up, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont construit beaucoup de systèmes, qui ne connaissent pas très bien la machine learning, pas très bien la terrasse, et qui ont implémenté des backends extrêmement compliqués. Et par exemple, pour StarCraft, on a besoin de gens qui sont capables de faire trouver des choses très compliquées en temps réel. Les deux ont des profils très différents, ils sont importants. Des gens qui ont une expérience back-end extrêmement forte, qui bossent dans la banque par exemple, c'est pas forcément important de vouloir dire comme ça. On en a un, et c'est pas. Donc c'est pour ça. En fait, nous, quand on a des gens postulent chez nous en ingénieur, on va regarder les profils. Et on essaie de. Et en fait, on va regarder si le profil peut être intéressant, il y a des projets qu'on peut avoir dans les chercheurs, mais on va pas se dire ah c'est pas le profil, en fait, on va regarder les profils avant et on va les gens. Et c'est très bon codeur, quand même, et l'expérience en machine learning, c'est pas mal. Donc l'ingénieur convaincu qui en fait très peu, c'est une exception. La plupart, on est souvent faire un master en machine learning. Ouais. Moi, j'avais une dernière question sur on parlait tout à l'heure du jeu de Go, du jeu d'échecs. J'avais entendu récemment qu'il y avait des travaux qui avaient été faits sur le poker. Ouais. Comment on implémente justement la gestion du bluff dans un... Oui, alors le poker ça a bien marché, mais c'est en 1 contre 1, donc en fait c'était un poker à 2. La notion du bluff, ça va être, c'est un peu comme dans StarCraft, il y a des modules qui vont essayer de déterminer quelle est la probabilité que l'autre joueur ait telle stratégie, telle stratégie, telle stratégie. Donc en fait, on va avoir deux modèles, un modèle qui modélise ce qu'on veut faire nous, et un modèle qui modélise ce qu'on pense que l'autre fait. Et après, on va essayer de faire un point. Je pense qu'on a du temps pour une dernière question. C'est Albert Désert. Là-bas, est-ce que tu as posé une question? Ah ouais, très longtemps. C'est la fin de la... Mon rôle, c'est que ça peut être... je pense jamais, ça peut être 60 ans, c'est même pas atteignable. On n'a même pas les ingrédients d'une recette qui a fait. On n'en a pas envie non plus. Il y a quelque chose qui est important à ce niveau-là, c'est le fait que la plupart des labos, dont le nôtre, font la recherche en domaine ouvert. Donc en fait, en gros, toute la communauté peut suivre au fur et à mesure ce qu'on fait, comment on le fait et à quel point c'est bon ou pas bon. Donc il n'y a pas, enfin, en tout cas, le fait de dire ah oui, ils sont en train de développer un truc super intelligent et personne ne sait pas. C'est pas le cas. Il y a beaucoup de labos comme OpenAI, comme Collaborate, etc. Alors, la dernière. Dans les locaux de Facebook, dans le deuxième arrondissement. Hein? J'ai essayé de trouver en fait. Ah, c'est Strumeda.
Merci.